Bonjour Gérard, bonjour Denise. Bonjour M. Philippe. Bonjour, M. Philippe. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Et pour cette émission, aujourd'hui, on va avoir de l'action. On va faire tous ensemble un tableau. Vous, Gérard, vous allez me faire un croquis. Vous, Denise, vous allez faire une esquisse. Il y a, le caméraman va me faire une épure, lui. Et l'éclairagiste va me faire une ébauche. Et mon réalisateur Fournier va me faire une étude. Et moi, je vais faire une pochade. Et ensuite, tous ensemble, on va faire le tableau. Ben, vous vous en doutez que c'est une petite blague, mais tout de même, elle est de mise. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez ici sur le tableau, nous avons le croquis, l'épure, l'esquisse, l'ébauche, l'étude et la pochade. 3, 4, 5, 6, c'est bien ça. Si vous demandez à des peintres, à des amis, sans qu'ils réfléchissent trop, qu'est-ce que ça veut dire un croquis, une épure, esquisse, ébauche, étude, pochade et la différence entre tout ça? Ah, il y en a beaucoup qui vont avoir de la misère à faire la différence. Si c'est le commun des mortels qui ne le sait pas, mais ce n'est pas grave. Mais quand il s'agit, par exemple, d'un collectionneur, d'un peintre, d'un propriétaire de galerie, ben, l'erreur est grave. Et c'est pour cette raison que cette émission-là, nous allons étudier ces 6 thèmes parce que tout tableau qui va être fait, et nous allons faire un tableau très prochainement, il faut commencer par ces thèmes-là qui vont aboutir à l'exécution du tableau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un croquis? Le croquis, c'est la sténographie du peintre. Il consiste à noter l'essentiel d'une forme, le caractère de l'objet. Pour faire un croquis, il faut un crayon et un petit carnet. Et ce sera amplement suffisant. Pourquoi ce petit carnet et un crayon? C'est parce que ça a été éprouvé avec Corot lui-même. Corot prenait un grand carnet et il faisait des croquis dans la rue. Il prenait 2 personnes en train de jaser ensemble, il commençait par les croquer, et puis à un moment donné, un des deux s'en va. Et il se trouve mal pris avec son croquis. Il prend un homme assis, il commence à faire son croquis, et à un moment donné, l'homme s'en va. Alors, rentré chez lui, Corot a dit, mais je finissais toujours par avoir un petit bout de nez, un petit bout d'oreille, par-ci, par-là, son carnet était toujours des petits bouts. Il a dit non, il faut que je trouve une autre solution. Qu'est-ce que c'est? C'est prendre le petit carnet, le petit crayon et avec quelques traits faire un croquis. Ça devient le sténo du peintre, comme je vous l'ai expliqué. Donc là, comment ça se fait? Avec quelques traits essentiels, quelques hachures pour faire l'ombre, et il n'est pas permis de faire des ajouts, des traits en plus. Ce qui est là, il est bon ou il est mauvais, le croquis. Ça, c'est ce qui concerne le croquis. Maintenant, le croquis peut obéir aux mêmes lois que la caricature, par exemple. Bon. Ensuite, il y a l'épure. Voilà. Maintenant, on est rendu à l'épure. Qu'est-ce que c'est l'épure? C'est le contraire du croquis. Pourquoi? Parce que l'épure, il faut étudier le sujet à fond. Souvent, l'épure est plus étudié que l'objet qu'il représente dans le tableau. Par exemple, vous avez un modèle où il y a un violoniste. Et au premier plan, il y a les doigts tenant le violon. Et vous voulez mettre ça en valeur. À ce moment-là, vous faites une épure.
de la position de la main. Et vous étudiez le doigt, prenant le violon, le manche, avec beaucoup de précision, de telle sorte que quand le peintre va peindre la main, il va trouver que l'épure est beaucoup plus avancée, beaucoup plus étudiée. Ça n'a pas d'importance. Lui, il prend ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de prendre le tout, mais l'épure va jusqu'au bout. Ça, c'est l'épure. On a beaucoup de choses à faire. On va aller plus vite que ça. Monsieur Attier, oui. Pour le croquis, là, moi, je voudrais savoir s'il a une valeur artistique, picturale, ou je n'oserais pas vous demander s'il y a une valeur commerciale, parce que je sais que vous n'aimez pas en parler. Vous êtes mieux. Mais, oui. Si le croquis a une valeur artistique, écoutez, le croquis, comme j'ai expliqué, c'est quelques coups de crayon avec quelques hachures pour donner une attitude, ni plus ni moins. Maintenant, si le croquis est bon, le peintre va le garder. D'ailleurs, le croquis qu'on montre, le croquis c'est Manet, fait par Manet, c'est une femme lisant un journal. Et vous remarquez que le croquis est bien fait avec quelques hachures et tout est en place. Il l'a gardé et il l'a signé. Donc évidemment, il a une valeur. Tout ce qui sort de dessous de la main d'un peintre, d'un artiste, a de la valeur. Si ça n'a pas de la valeur, si le peintre juge qu'il n'est pas bon, il va le déchirer, n'est-ce pas? Ainsi que pour l'esquisse qu'on va étudier tout à l'heure. Donc, il a une valeur s'il est bon. Comprenez? Bon, maintenant, on arrive à l'esquisse. Qu'est-ce que c'est l'esquisse? C'est une idée. On formule l'esquisse avec un pinceau et avec de l'huile de lin. L'esquisse, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner ça en termes simples. Vous avez en tête de faire un sujet, disons les joueurs de cartes. Des 2, 3, 4 personnes qui jouent aux cartes. Et vous voulez étudier chaque personne à part. Mais avant d'étudier chaque personne à part, vous avez une idée complète du sujet. Il faut que ce soit comme ci, comme ça. Donc, ce que vous avez en tête, vous prenez, pour faire votre esquisse, ce sera la même chose pour faire un paysage, remarquez. On va en faire des esquisses. Vous allez prendre votre carton. Pour faire une esquisse, il faut toujours prendre quelque chose de bon marché. Une feuille de papier, c'est bon. Et vous allez prendre votre pinceau, vous mélangez avec l'huile de lin et avec quelques traits larges, n'est-ce pas, vous allez mettre chaque personne à sa place. Et vous mettez les couleurs aussi, évidemment. Avec l'huile et les couleurs, vous prenez toujours les couleurs arc-en-ciel, les couleurs primaires et secondaires. Et évidemment, vous allez les souligner avec des traits sombres. Vous avez mis chaque chose à sa place et c'est vite fait, quelques minutes aussi. C'est un croquis, pour ainsi dire, mais un plus gros croquis en couleur. Et c'est fait à l'huile, au lieu d'être fait au crayon. Vous en faites plusieurs croquis, plusieurs esquisses. Vous les confrontez ensemble, et en les confrontant ensemble, là, vous allez dessiner votre sujet. Vous allez le mettre en place. C'est en partant de ces esquisses que vous allez établir votre grand tableau. Est-ce que l'esquisse a une valeur? C'est la même réponse que je pourrais vous donner, la réponse que j'ai donnée tantôt, est valable. Il y en a des esquisses qui vont être réussies, mais ils sont sur papier. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on les maroufle. On les maroufle et puis après, on en fera ce qu'on voudra. Et ils sont signés, ils ont leur valeur, l'esquisse. Maintenant, donc, l'esquisse a servi à traduire une idée en tête qui va servir aussi à faire un grand tableau, le tableau définitif. Maintenant, on arrive à l'ébauche. Voilà, on a fini avec l'esquisse. L'ébauche, qu'est-ce que c'est? Ça porte son nom, ébaucher. Ébaucher, c'est-à-dire couvrir. Ébaucher un tableau, c'est le couvrir complètement, d'un bout à l'autre. Et comment il faut ébaucher? On va ébaucher toujours légèrement à l'essence. Je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus parce qu'on va ébaucher une peinture directement
et on va expliquer avec la palette et tout et tout. Mais en ébauchant, il faut noter ça, on n'emploie jamais du blanc. Pourquoi? Parce que je vous expliquerai ça, le blanc, on peut l'avoir en nettoyant un peu, et puis le blanc de la toile va jouer le rôle du blanc de zinc ou du blanc de titanium ou du blanc d'argent. Donc, l'ébauche, elle suit l'esquisse et ne la précède jamais, bien entendu. Parce qu'on fait d'abord l'esquisse pour avoir une idée, dessiner le tableau. Une fois le tableau dessiné, là, on va l'ébaucher. Donc, l'ébauche vient après l'esquisse. On a fini avec l'esquisse. Maintenant, il y a l'étude. Qu'est-ce que c'est que l'étude? L'étude, on a parlé de joueurs de cartes. 2, 3, 4 joueurs de cartes qui sont là dans ma tête et j'ai fait l'esquisse et je commence à dessiner mon tableau, je l'ai ébauché. Et là, mais il y a un joueur, chaque joueur à part, je vais l'étudier. Étudier son caractère. Alors je le prends à part et je l'étudie à part. Ça s'appelle une étude. Maintenant, je vais vous montrer un exemple. Vous allez voir ça ici. Tenez, on parlait d'esquisse et d'étude. Voilà une étude. Je vais vous montrer une étude. L'étude qui est là, là vous avez un joueur de cartes. C'est fait par Cézanne pour un grand tableau. Donc cette étude-là, comme vous remarquez, la tête est bien dessinée, bien étudiée, et le restant, il suit le dessin, mais il ne le termine pas. Pourquoi? Parce que ça doit s'amalgamer avec une autre surface. Donc, ce qui l'intéresse, lui, c'est l'attitude qui est là, et surtout l'expression attentive du joueur. Ça, c'est une étude. Mais, oui. M. Atti, après tout, si j'ai bien compris, il n'y a pas tellement de différence entre l'esquisse et l'étude. Pourriez-vous me donner quelques explications? Oui, oui. Attendez, il y a tout de même une légère différence entre l'esquisse et l'étude. L'esquisse, c'est une idée que vous avez en tête et vous travaillez le sujet au complet. N'est-ce pas? Vous faites une étude, vous avez raison de poser la question, vous faites une étude complète. Esquisse. Tandis que l'étude, vous prenez un fragment à part et vous l'étudiez et vous l'ajoutez au sujet à part. Donc, on peut dire de l'esquisse que c'est une étude, et elle est une étude complète. Tandis que l'étude dont je parle, c'est une étude d'un membre, d'un coin, d'une partie du sujet. Voyez-vous? La question est juste. Donc, l'étude, c'est ça. Il faut rendre parfait le sujet que je vous ai montré ici. Le sujet que je vous ai montré, je vais le remontrer encore à nouveau dans l'original. L'original, la voici. Ici, le personnage que j'ai montré tantôt ici, on va l'incorporer dans le sujet définitif, qui est là. Voyez-vous? Il a la même pose, il a la même attitude, le même mouvement. Ça, c'est le tableau définitif original, et l'autre, c'était une étude. Maintenant, on pourrait parler aussi, pour montrer des études, puisque la caméra est là, j'aimerais bien montrer ces deux choses. Vous avez ici un dessin au crayon qui est de Cézanne. Vous avez ici une aquarelle qui est également de Cézanne. On pourra dire de ceci que c'est un dessin, c'est un croquis. D'accord. Celui-ci, c'est un croquis, mais il a rajouté quelques touches d'aquarelle. On pourra dire que ceci également, c'est une étude. On peut dire aussi c'est une esquisse. Mais je dirais que ça, c'est une esquisse, beaucoup plus d'autre chose. L'étude, c'est toujours un fragment. Bon, on arrive à la pochade maintenant. La pochade, qu'est-ce que c'est? La pochade, tout le monde connaît ce que c'est qu'une pochade. C'est une peinture qui est faite sur le motif directement, et ordinairement c'est de petit format,
Et ça va servir à faire un grand tableau. On pourra dire que c'est une esquisse, mais très poussée. Alors, comment... Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, moi, je voulais savoir, au sujet de la pochade, là, d'après ce que vous venez d'expliquer, là, ça se fait dehors, en plein air? Oui. Ça, La pochade, ça se fait toujours en plein air parce que vous ne pouvez pas en tout temps revenir à la même place pour finir votre tableau. Il pleut, il neige, le soleil qui change, la température qui change, l'éclairage qui change. Donc, la pochade ne se fait qu'en pleine nature, dehors. On ne fait pas une pochade dans son atelier, parce que dans son atelier, on peut revenir sur le sujet autant qu'on veut. La lumière est toujours égale. Oui. Mais moi, je voudrais savoir, je trouve ça curieux que dans les livres d'art, Oui. j'ai jamais vu un sujet intitulé là, pochade. Ce que j'ai toujours vu, là, c'est des esquisses, c'est des croquis, Des c'est études, des etc. études, Oui. mais jamais de pochade. Bon, pourquoi? Parce que quand la pochade est réussie, et le peintre l'admet, il la signe, c'est un tableau, n'est-ce pas? Et souvent, la pochade est meilleure que le tableau qu'on fait d'après cette pochade. Je vous donne un exemple frappant. Prenez par exemple Ayotte. Je l'ai bien connu. Ayotte, dans ses petites dimensions, il ne faisait que des pochades, mais des admirables pochades. Et on ne peut pas dire, par exemple, que ça, c'est une pochade. Pourquoi dire pochade? C'est un tableau qui vaut mieux que l'original. Et pourquoi? Souvent, les pochades, il faut user et en abuser des pochades. Parce que la pochade, c'est ce qui sort de vous d'un jet. C'est vous-même. C'est votre première sensation. Et la pochade dont je parle maintenant, quand vous avez pris votre pochade en pleine nature, ça a pris 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et puis vous avez une bonne pochade, vous rentrez chez vous avec cette pochade-là, et les pochades jusqu'à présent. Mais, arrivé chez vous à l'atelier, il est interdit de changer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est votre première sensation. Elle est vierge, il faut qu'elle reste. Ne la changez pas du tout, du tout. Pourquoi? Parce que la sensation que vous avez dans votre atelier est autre que celle que vous avez eue quand vous avez fait la pochade originale. Donc, vous gardez votre pochade comme modèle, n'est-ce pas? Seulement comme modèle devant vous. Le modèle n'existe plus, il est loin. Et vous êtes dans votre atelier le soir ou le jour. Le modèle est là, devant vous. De nos jours, on peut, grâce à la photographie, prendre en photo le même sujet, de la même place, et ça peut vous aider à étudier certains détails, des formes, si vous le désirez. Mais la pochade, c'est ça. Il ne faut jamais la retoucher à l'atelier. Ça, j'insiste là-dessus. Maintenant, tout ceci aboutit à quoi? Tout ceci va aboutir au tableau. Là, vous allez faire le grand tableau. Mais souvent, le tableau que vous faites d'après une pochade, ça peut être souvent inférieur à la pochade elle-même. Oui, vous avez une question? Non? Pourquoi il serait inférieur? C'est parce que, voyez-vous, regardez, quand vous commencez votre tableau, vous, souvent, à l'école, les élèves commencent un tableau. Ils le font très bien. Dès le départ, ça commence bien. Tous les peintres, quand ils commencent quelque chose, c'est toujours bon. Et au fur et à mesure qu'on travaille le tableau perd de sa fraîcheur. Il perd de cette émotion du début. C'est pour cela, quand le peintre se réveille le matin, il fait une petite prière. Il demande à Dieu, mon Dieu, faites aujourd'hui pour que je finisse mon tableau
que je retrouve la fraîcheur du début. C'est inégalable. Pourquoi? Parce que quand vous faites votre tableau, d'après votre pochade, là, votre instinct travaille moins. Pourquoi? Parce que vous commencez à réfléchir. Et la réflexion, c'est l'ennemi de l'instinct, de la sensation, de la pure sensation. Pourquoi? Nous avons eu beaucoup de grands peintres, mais leurs tableaux ne nous touchent pas. Pour quelle raison? Parce qu'ils pensent trop. Tenez, moi j'ai eu un professeur qui s'appelait André Lotte. André Lotte est une autorité au point de vue technique. Mais regardez ces tableaux. Une technique impeccable. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il ne vous touche pas. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez. Et c'est pour cette raison que le tableau perd toujours. Et la pochade l'emporte souvent. Ayotte, pour moi, ses meilleures réussites, c'était ces petits 8 par 10 sur 10. C'était des pochades. Prenez par exemple Seurat. Et lui, Seurat, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son pinceau et après chaque touche, parce que c'était le pointillisme, il mettait un point, une touche. Il allait laver son pinceau après chaque touche. Imaginez. Alors, son tableau perd. La réflexion tue l'instinct, tue la fraîcheur. Et le tableau fait par un homme qui pense, qui réfléchit, est rarement émouvant. Vous allez prendre par exemple Van Gogh. Est-ce qu'il réfléchissait, lui? Non, il ne réfléchissait pas. Allez, ça sautait. 1h30, 2 heures, un tableau immense. Tout est à sa place. Il n'a jamais réfléchi. C'est son instinct qui jouait. C'est la spontanéité. La spontanéité, évidemment, c'est la spontanéité qui va jouer. Ça, c'est votre marque de fabrique, la spontanéité. C'est pour cela, souvent, je remarque, moi, chez les élèves, ils commencent, je leur dis ça, vous commencez comme des génies, mais vous finissez comme des élèves. Pourquoi? Parce qu'on veut trop. Et il m'arrive souvent, en classe, que je passe devant un élève, je dis, tiens, ça, c'est un très beau coin. Ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais essayez d'améliorer les autres parties. C'est immanquable. Quelques minutes après, je reviens et je le trouve en train de travailler sur la partie qui est bonne. Pourquoi? Il veut épater le professeur. Je vais faire encore mieux. On commence à réfléchir. Je vais faire encore mieux. Donc, le meilleur est l'ennemi du bien. C'est ça ce qui tue l'artiste, quand il veut faire mieux. Il veut épater n'importe qui. Il veut épater le critique d'art, il veut épater le marchand de tableau, il va épater, je sais pas, les voisins, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a en tête. Donc, la réflexion doit être supprimée. Il ne faut pas réfléchir, c'est pour cela. Matisse l'a bien dit, n'est-ce pas? Il l'a bien dit, Matisse. Un peintre peut tout savoir, mais devant sa toile blanche, il faut tout oublier. Il doit tout oublier. Voyez-vous, ça c'est très important. Moi, je l'ai noté sur une feuille dans mon atelier. Le peintre peut tout savoir, mais devant sa toile, il doit tout oublier pour devenir soi-même. C'est ce qu'on attend de vous. Maintenant, je crois que ça, c'est les 6 méthodes. Il faut savoir les différencier, que vous fassiez une différence. Et ces 6 méthodes-là vont contribuer à faire le tableau. Et on va faire des croquis, on va faire des esquisses, et on va faire bientôt une ébauche, et ensuite, on va faire le tableau. Maintenant, vous permettez, je vais interrompre un peu, parce que j'ai eu pas mal de courriers, mais dernièrement, j'ai eu moins et on m'a expliqué pourquoi, parce que j'ai oublié de donner l'adresse. Alors, je vais la donner à nouveau, cette adresse.
Vidéotron, aux soins techniques picturales, 35 65 Berry, bureau 200. Montréal, H2L 4G5. Maintenant, je vous demanderai de m'écrire. Pour quelle raison? Bien, évidemment, je veux que vous m'écriviez et que vous me disiez non seulement les bonnes choses, mais je voudrais qu'on me dise aussi les mauvaises choses. Je veux bien les bonnes choses, c'est toujours encourageant. Mais les mauvaises choses, pour moi, c'est stimulant. Voyez-vous, on ne peut pas toujours avoir raison. Avoir toujours raison, c'est mauvais pour le caractère. Alors, je compte beaucoup sur vos lettres et je vous promets que je les lirai toutes et puis je ferai une synthèse et je prendrai peut-être 4 ou 5 lettres qui demandent la même chose ou qui traitent de la même question. Je vais leur répondre. Et ce seraient des sujets que vous me donnerez gratuitement. Je n'ai pas à chercher mes sujets. Vos sujets sont les plus originaux quand vous m'écrivez. Alors, écrivez-moi et je serai très heureux de vous lire. La prochaine fois, nous allons sur le motif. Alors, nous allons nous placer devant notre sujet et on va étudier la lumière. On va être dans un paysage. Ça, ce sera notre prochaine émission. Donc, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et à la prochaine. Merci Denise, merci Gérard, à la prochaine.